bonsoir. Nous ouvrons donc ce nouveau libre journal de l'éducation en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Les inscriptions sont closes pour cette année, évidemment, sauf celle de la formation continue qui prévoit, à Paris donc, une rentrée de janvier, donc très prochaine. Et en attendant ce bonheur, vous pouvez télécharger l'application de l'ICEP qui s'appelle l'Amphithéâtre, où vous trouvez plus de 200 vidéos de cours extraits. Ce ne sont pas des extraits, ce sont des interventions de professeurs de l'ICEP qui durent à peu près un quart d'heure, grosso modo, en moyenne. Et ce sont des cours en ligne, en fait, de l'ICEP, que vous recevez pour 7 € par mois. On ne peut pas dire que ce soit un prix excessif. Alors, aujourd'hui, vous savez donc que nous intervenons tous les lundis, toutes les 4 semaines en fait, les lundis de 18h à 19h30. Et cette émission répond à 2 questions ou 2 demandes qui ont été formulées par nos auditeurs et téléspectateurs, puisque nous sommes filmés aussi. La première, c'est « Mais d'où vient donc ce générique ?» J'ai l'honneur de vous dire qu'il vient de moi. C'est un extrait d'une pièce pour harpe, opus 14, numéro 6, voilà. Parce que si vous voulez aller sur Internet, sur YouTube, vous trouverez cette pièce pour harpe et vous verrez qu'au milieu à peu près de cette pièce pour harpe, on trouve cet extrait qui sert aujourd'hui à cette émission de générique. Et la deuxième demande que vous avez formulée, c'est quand reviendra le professeur Coronel de Boissezon. Et donc il est là. Il y a 2 personnages que je vais devoir faire revenir, donc je garde la surprise pour le deuxième à votre demande unanime. Et effectivement, nous avions animé une émission passionnante. Le professeur Coronel de Boissezon étant connu pour être un grand professeur et aussi pour être, mais nous ne parlerons pas de cela, pour être la figure emblématique de la persécution des intellectuels ou des universitaires, en tout cas en France. Le thème de notre émission, dans la continuité de ce que nous avions dit la dernière fois, c'est la crise contemporaine de l'enseignement du droit en France. Alors quand on dit la crise contemporaine, en fait, on va remonter à la Révolution française. À titre personnel, je n'aime pas du tout qu'on décompose, qu'on extrait une prétendue époque contemporaine dans les temps modernes. Nous sommes tout simplement dans les temps modernes. Mais enfin, quand on parle de crise contemporaine, il est vrai que ce que nous vivons aujourd'hui est un héritage, en tout cas vous allez nous le démontrer, monsieur le professeur, de la Révolution française. On va donc couvrir 2 siècles, le 19e et le 20e. Ce seront les 2 parties de notre émission. On va voir si on a le temps de tout dire, parce que évidemment, ce que vous avez à nous dire est extrêmement riche, mais c'est pas grave. Je suppose que si on n'y arrive pas, de toute façon, les auditeurs me demanderont de vous faire revenir. Donc, comment est-ce que naît cette crise ? Je suppose, quand on parle du 19e siècle, en réalité, c'est l'extrême fin du 18e, c'est-à-dire 1789, avec du passé, faisons table rase. Exactement. Merci beaucoup Yves-Marie de m'accueillir à nouveau. Nous étions quittés avec un enseignement du droit dont nous avions brossé surtout la longue tradition pluriséculaire. Et je dirais, pour faire un rappel de l'épisode précédent, qu'il se caractérisait, cet enseignement du droit, par la reconnaissance de la valeur du pluralisme juridique. C'est la meilleure façon de résumer tant de siècles. Un pluralisme juridique assimilé à la vitalité du droit, à l'organicité du droit, à, je dirais, une variété qui est l'équivalent de la variété des membres dans un corps, la variété des fonctions organiques. Cette vision organiciste du droit, qui a prévalu pendant tant de siècles, explique notamment, c'est le dernier rappel que je ferai de ce que nous avions dit,
que en France, l'enseignement du droit, notamment quand il s'est structuré en droit français à partir de l'édit de Saint-Germain de 1679 de Louis XIV, qui crée un enseignement du droit français qui s'ajoute donc au droit romain et au droit canonique, qui étaient les droits savants. Et lorsqu'il le fait, vous vous en souvenez, Louis XIV tient à ce qu'il s'agisse d'un enseignement du droit coutumier. Et le droit français devait être le concert des coutumes. Et ça signifie que l'élément de territorialité du droit a toujours été très fort dans l'enseignement traditionnel du droit, d'où d'ailleurs son caractère très différent selon les provinces, et la grande prudence qu'ont eu les rois de France quand ils ont cherché à harmoniser avec beaucoup de respect de la pluralité ce droit-là. Alors, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la disparition de ce respect de la pluralité et parallèlement, c'est une seule et même chose. Concrètement, c'est la fin de la c'est la fin très progressive, on va le voir, de la territorialité du droit. Aujourd'hui, un certain nombre de commentateurs, parfois bien intentionnés, notamment dans ce qu'on appelle le souverainisme, regrettent la dénationalisation du droit sous l'impulsion d'institutions internationales, l'Union européenne, mais aussi des institutions plus globales encore, venues de conventions internationales dont nous allons parler. Et ces souverainistes se désolent de la dénationalisation du droit, qui effectivement est une déterritorialisation que nous observons tous aujourd'hui. Mais nous sommes obligés, cela fut-il désagréable pour les souverainistes, de constater que la nationalisation du droit par la Révolution française était déjà une première étape de la déterritorialisation provinciale. En somme, c'était le modèle miniature de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça? Et là, miniature au sens où ça s'adressait qu'à la France. Absolument. En définitive, c'est la même dynamique. C'est, à mon sens, la même dynamique juridique et institutionnelle, en effet. Et c'est, au fond, ce que nous allons voir au XIXe siècle. Il y a un déracinement du droit par la Révolution française, et puis il est tellement, vous l'avez dit Yves-Marie, vous avez parlé de table rase, il est tellement violent qu'il va provoquer une réaction, une redécouverte de l'historicité du droit. Avant ça, est-ce qu'on peut quand même préciser que les facs de droit sont fermés sous la Révolution? Tout à fait. C'est ce par quoi il nous faut commencer. Le démantèlement révolutionnaire de l'enseignement traditionnel du droit, qui a été la première étape, est effectivement une tabula rasa, avec en effet ce phénomène spectaculaire de la fermeture de toutes les facultés de droit qui existaient en France depuis le XIIe siècle, avec la première à Montpellier en 1160. Elles vont toutes être fermées sous le gouvernement révolutionnaire, dans la période dite de la Convention, que l'on appelle aussi, et ce sont ses propres promoteurs qui l'ont appelé ainsi, la terreur, puisque Robespierre, donc les membres du comité de salut public, et en premier lieu Robespierre, vont décider de la fermeture des facultés de droit. Robespierre a à ce moment-là un mot fameux: il faut en finir avec le fatras de Justinien, et donc il faut fermer toutes les facultés de droit, vues comme, le réceptacle de la tradition, et d'autre part, le lieu de formation d'élite, considéré comme contraire à l'intérêt populaire ou de la nation en majuscule nouvellement déclarée. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs que ce qu'on entend par la nation à l'époque, c'est le peuple soulevé contre le roi. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme qui suivra par la suite. Tout à fait, j'irai même plus loin et je dirais coupablement sans doute que ce n'est même pas le peuple dressé contre le roi, c'est à mon avis la bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie dressée contre le roi, contre la majorité, me semble-t-il, du peuple, et non pas de la populace, mais la bourgeoisie est allée chercher la populace des mauvais quartiers parisiens pour faire cette révolution qui est une révolution de la capitale. Et ce n'est pas du tout la nation historique française
D'où l'emploi de la majuscule très générale, bon, de toutes les abstractions dont les Lumières sont enivrées. Mais notamment pour cette nation. Il faudrait toute une émission là-dessus, que je ferai très volontiers avec vous, qui en avez beaucoup parlé. Rappelons que cette rupture très brutale dans l'enseignement du droit, il faut que nos auditeurs réalisent que de façon générale, les universités, qui sont des universités pontificales, sont fermées dans toute la France pendant près d'un siècle. Les universités vont rouvrir au bout d'un siècle, à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle. Oui. Et alors, qu'est-ce qui les rend? Par exemple, une des premières universités, Montpellier, rouvre dans les années 1880. Alors, ce qui va les remplacer, alors il y a les écoles techniques, on sait évidemment la naissance de l'école polytechnique, qui est supposée représenter ce nouveau savoir rationnel et scientifique. Mais les institutions juridiques sont dans un premier temps toutes supprimées avant, on va le voir, que Bonaparte les restaure en partie. Il faut préalablement dire que ce ne sont pas seulement les facultés de droit qui disparaissent, mais c'est aussi les juges professionnels. Les juges seront élus pendant la période dite du droit intermédiaire, comme disent les juristes, très embarrassés par cette période de droit qui est souvent du non-droit, qui est la Révolution. On dit droit intermédiaire pour la période qui va de 1789 à 1799, c'est-à-dire l'arrivée de Bonaparte et la préparation de la codification civile. Alors, ils sont élus par qui ? Alors, tout à fait, ils sont élus dans des cantons, dans des districts, supposément par le peuple. En réalité, comme tout ce qui se passe à partir de la Terreur, dans un climat que précisément l'appellation du régime désigne assez, en réalité, il s'agit de cooptation largement révolutionnaire par les militants avancés de la Révolution, qui vont donner des résultats assez catastrophiques, et c'est une expérience finalement relativement brève. Il faut remarquer également que l'ordre des avocats est lui aussi supprimé, donc il devient très difficile de se défendre comme on l'a constaté pendant la période révolutionnaire la plus active. Et aujourd'hui, c'est pas si facile de se défendre. C'est vrai. Dans certains procès. C'est vrai. Je me souviens d'un procès célèbre où la presse avait publié « Il faut en finir avec ce procès ». Ça voulait dire quoi ? Il faut en finir. Il faut que les avocats de la défense se taisent et qu'on pende haut et court. Enfin, on ne les pend plus maintenant haut et court. Enfin, c'est vrai que l'avocat, qui est une invention des Grecs, de Sicile, c'est une très grande avancée de la civilisation. Et c'est une profession menacée aujourd'hui. D'ailleurs, on dit l'avocat de machin, l'avocat d'un tel, comme si c'était un métier. Quand un tel est très mal vu, et très mal apprécié par pas forcément le corps social, mais enfin en tout cas la pensée unique, on dit l'avocat de, comme si c'était un métier d'être l'avocat de Dupont ou l'avocat de Durand. Non, on est un avocat. Je dis ça parce que c'est extrêmement inquiétant, cette évolution qui dure depuis déjà pas mal d'années, cette dégradation de l'avocat, du métier d'avocat. La dépréciation. Vous avez tout à fait raison de faire ce rapprochement avec notre présent, parce que le lien est celui du développement toxique, me semble-t-il, d'une conception univoque du droit. Il y aurait effectivement un droit parlant d'une seule voix qu'il ne serait pas possible de sérieusement contester, en fait. C'est une forme de pensée unique, mais dans la sphère juridique, dont on sent aujourd'hui en effet qu'elle revient sous une forme particulière, dont j'espère que nous aurons le temps de parler, qui est essentiellement celle d'une sorte de vulgate des droits de l'homme, mais qui a déjà existé au moment de la Révolution, parce que ce qu'il faut dire, pour résumer cette situation, c'est que si on ferme les écoles de droit, les facultés de droit, si on supprime l'ordre des avocats, si on supprime les professionnels du droit, c'est que on part de l'idée qu'ils ne sont plus nécessaires et même qu'ils seraient délétères, parce que désormais la loi A majuscule, qui fait l'objet d'un culte de la loi, c'est pourquoi on parle de légicentrisme. Tout le droit est centré sur la loi qui découle de la rationalisation du siècle des Lumières, est une loi éclairée, qui par là est supposée incontestable, et elle n'a pas à être adaptée, elle n'a pas à être ajustée,
elle ne saurait être combattue. C'est une loi, en fait, à la forte virtualité totalitaire, qui va se révéler très rapidement comme telle. En fait, c'est la loi ou la mort, in fine. Je vous suggère que nous nous attardions un tout petit peu là-dessus, parce que c'est un problème que nos contemporains comprennent très mal. Il y a un degré d'autonomie de la justice par rapport à la loi. Par exemple, la loi condamne le vol. Mais le juge ne juge pas le vol, il juge le voleur. Par conséquent, il dispose d'une certaine autonomie, du moins toute la période dont vous parlez, il en avait été privé, c'est l'époque de Jean Valjean. Oui, tout à fait. Voler vaut 2 ans de bagne, Jean Valjean a volé 3 pains, Jean Valjean aura 2 ans de bagne. Je vais donner un exemple qui s'est passé dans ma ville, à Poitiers. Il y a une dame qui avait été prise dans un supermarché à voler des pâtes, du riz, du sucre, de la farine. Et elle avait été relaxée au tribunal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas volé. Ça restait un vol. Mais le juge ne juge pas le vol. Ça, c'est le législateur qui décide si un acte est un vol ou pas. C'est la loi. Mais le juge, il juge la voleuse. Et d'ailleurs, on trouve ça chez saint Thomas d'Aquin, qui dit tu ne dois pas tuer, mais si c'est pour sauver ta vie, tu peux tuer. Tu ne dois pas voler, mais si c'est pour sauver ta vie ou celle de tes enfants, eh bien, vole. Et cette dame, en l'occurrence, c'était une femme isolée qui avait 3 enfants. Et la magistrate, parce qu'avec la féminisation du corps de la magistrature, je suppose qu'elle avait eu affaire à une magistrate, l'avait relaxée. Et ce qui était extrêmement choquant, c'est que le parquet avait fait appel de cette décision au motif que, alors à ce compte-là, on pourrait voler. Mais c'est pas vrai. On juge pas un vol, on juge un voleur. Si une dame millionnaire en manteau de vison avait volé exactement les mêmes choses, c'est-à-dire des spaghettis et des de la farine, elle aurait été condamnée parce que là, encore une fois, le juge juge la voleuse, pas le vol. Encore une fois, le vol, ça revient au législateur. Et vraiment, nos contemporains ne comprennent pas très bien ça, cette espèce de, comme vous l'avez dit là, de légicentrisme qui nous fait oublier qu'on juge des êtres humains. Tout à fait. La conception qui n'a pas, vous le rappelez à l'instant, entièrement disparu, de l'office du juge, qui se développe dans la période révolutionnaire est fille d'un XVIIIe siècle rationaliste qui a développé l'idée du juge automate. Le juge automate est finalement un mécanisme, d'où le fait que n'importe qui devrait pouvoir être juge en simplement lisant la loi. La loi est suffisamment éclairée pour distribuer en fait, de façon mécanique, des tarifs pénaux. Cette conception est évidemment une conception extrêmement naïve et dont le résultat est inhumain de la rationalité de la loi et de l'exhaustivité de la loi, qui est un problème récurrent de la Révolution, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle peut penser très fort dans une assemblée d'hommes éclairés, qui est la bourgeoisie de la Révolution, et qu'ils vont parvenir à trouver de façon exhaustive une constitution qui va être écrite et parfaite pour des siècles et des siècles, et des lois également. Moyennant quoi, la première constitution dure 2 ans, et la plupart de leurs lois disparaîtront 10 ans plus tard. Alors, un homme est intervenu, un auditeur, et dit la chose suivante. Alors, il y a quelque chose d'un peu provocateur, en tout cas, voilà, de mauvaise humeur. Il voit la disparition des avocats n'est-elle pas une avancée sociale, je crois pas du tout, au regard de la médiocrité de certains avocats et du prix que ces gens-là demandent aux Français moyens. Alors, c'est vrai qu'il y a une justice de classe, dans la mesure où certains peuvent s'offrir les services de Dupond-Moretti et d'autres d'un avocat stagiaire qui est là, un avocat d'office, commis d'office, il ne faut pas dire que ce sont de mauvais avocats d'ailleurs, mais enfin, c'est vrai, ça a toujours été comme ça. Notre auditeur a absolument raison de rappeler que le principe de la gratuité de la justice est fortement compensé malheureusement
par les frais de justice, qui sont tout à fait redoutables, spécialement lorsqu'on perd, mais également en effet pour payer les avocats. Non seulement par rapport à un adversaire riche, mais par rapport à des institutions. Effectivement, vous le rappeliez amicalement, en ce qui me concerne, j'ai eu à faire face à des institutions qui, évidemment, peuvent très longtemps payer des avocats et épuiser leur adversaire. Donc c'est un problème, voilà. Et quand vous arrivez en cassation, il faut rappeler que les avocats qui s'occupent des cassations, les avocats au conseil, sont simplement une soixantaine en France, que leurs honoraires sont fort élevés, et qu'il est très difficile en fait de se défendre pour la plupart de nos concitoyens. Donc il y aurait beaucoup à dire sur tout ça, mais de notre côté, évidemment, je peux témoigner, au bout de 6 ans de contentieux personnel, en effet, que l'avocat est tout à fait utile, que nos anciens, les Grecs et les Romains, ne l'ont pas inventé pour rien. Bien sûr. Et que sa disparition, il faut le rappeler, correspond à une période qui est la naissance du totalitarisme en France et probablement en Occident, qui est la terreur, qui est la matrice du totalitarisme, me semble-t-il. Que ça corresponde à la suppression des barreaux en France. Voilà, on a remplacé le barreau par les barreaux des prisons de la terreur. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Oui, d'accord. Alors, si on veut avancer un peu dans l'historique, cette page noire se tourne avec l'arrivée de Bonaparte. Oui, tout à fait. Alors, Bonaparte, on le sait, là aussi, sont des choses qui sont parfois pénibles à rappeler pour les partisans enthousiastes, et on peut le comprendre, du général Bonaparte. Mais le général Bonaparte est en l'occurrence, c'est un général jacobin à l'origine. Il naît politiquement à l'extrême gauche, et sa carrière est largement due à la brutalité avec laquelle il a réprimer les royalistes en France. Donc c'est un homme qui vient de l'extrême gauche et qui va tenter de mettre fin à la Révolution. Il est peut-être cruel, mais nécessaire de dire que c'est d'abord à son propre profit, puisque lorsqu'il se hâte de revenir de sa campagne d'Égypte en 1799, c'est qu'il sait que les députés du Directoire, qui sont de plus en plus dominés par l'opinion royaliste, s'apprêtent à restaurer Louis XVIII, et il se hâte de revenir avant que ce ne soit le cas. Et donc, il voit bien que l'opinion a basculé. Parmi les grandes figures de l'Assemblée sous le Directoire, il y a par exemple le célèbre Portalis, qui à l'époque est un royaliste. Et donc, Bonaparte sent bien... Donc le lien avec le Code civil, vous êtes en train de nous préparer à ça. C'est ça, exactement. Parce que ce que comprend, finalement, qu'est-ce que va faire Bonaparte ? Il est à l'origine de quelque chose qui aujourd'hui se répète sur un mode évidemment beaucoup moins brutal, qui est l'extrême centre. dont in fine l'actuel président de la République et son entourage sont la déclinante incarnation, mais c'est ça, c'est-à-dire un centre en fait autoritaire. Oui. Autoritaire dans son aplomb, dans ses méthodes. La répression des Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Très bonapartiste. Oui, exactement. Oui. C'est tout à fait exact. C'est vrai aussi par la répression judiciaire qui est moins connue. Et cela naît en fait dans ce qu'on appelle la transaction napoléonienne. La transaction napoléonienne, elle va être faite dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'enseignement, autour de deux outils. Alors ce qu'il a considéré comme étant sa masse de granit, le Code civil, le Code Napoléon de 1804, qui est une transaction qui est pensée par son principal rédacteur, qui est le royaliste Portalis, qui s'est caché pendant la Terreur et qui va choisir de servir Bonaparte pour faire la transaction entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire. Donc effectivement, c'est la fin des folies révolutionnaires. Et d'un autre côté, ce n'est pas du tout non plus le retour à l'Ancien Régime, puisque le Code civil, tout en s'inspirant des coutumes, les abolit toutes. Et donc le Code de 1804, effectivement, abolit le pluralisme juridique définitivement, tout en s'inspirant techniquement d'un certain nombre
techniques éprouvées par des siècles et qui vont rendre le Code civil effectivement très durable. Mais dans cette vision selon laquelle le droit doit rentrer dans un code, on a en fait la continuation de la Révolution. On sait que quand Bonaparte fait le coup d'État de 1799, avec deux autres consuls qu'il dominera très rapidement, qu'il crée donc le consulat, il y a la fameuse déclaration des consuls, citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Oui. Alors elle est finie, parce qu'elle est fixée. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà. Et donc, en réalité, c'est le droit bourgeois, c'est un droit... Alors, aujourd'hui, ça nous paraît pourtant un droit qui laisse encore beaucoup de place à la famille, mais c'est par rapport à l'Ancien Régime un droit déjà très centré sur l'individu, notamment sur le propriétaire individuel. Et c'est aussi un droit qui est, comment dirais-je, est autoréférentiel. Pour l'expliquer, il faut dire un mot très rapide de la recréation d'écoles de droit par Bonaparte, parce qu'il veut quand même qu'on applique son code. Et donc, il recrée des écoles de droit. Donc, le Code civil, c'est 1804, et les écoles de droit sont recréées en 1806, pour apprendre le Code civil. D'accord. Et c'est là que se développe ce qu'on va appeler l'école de l'exégèse, comme dans les sciences religieuses. C'est ça, l'exégèse de cette nouvelle Bible, voilà, qui est le Code civil. Oui. La méthode exégétique, qui aura ses grands professeurs à Paris, alors c'est notamment Bugnet ou de Molombe. Le professeur Bugnet, par exemple, disait « Je ne connais pas le droit civil, j'enseigne le Code Napoléon ». Ah oui, ça dit tout. Ça en dit long, oui, absolument. Et pendant les études de droit, on ne peut, pour commenter le Code civil, que se référer à une autre partie du Code civil. Donc le légicentrisme, en fait, connaît son aboutissement dans la codification, qui est l'assèchement de toutes les sources, bien sûr. Au nom donc de ce droit autoréférentiel. Pour l'instant, c'est un droit autoréférentiel dont la rédaction a été présidée par un Corse encore fort méditerranéen et patrimonial, et même patriarcal, en effet. Et néanmoins, cette idée d'un droit autoréférentiel qui ne peut être commenté que par lui-même, qui est coupé de toutes les anciennes sources du droit, la coutume, la jurisprudence, le droit naturel, le droit canonique, le droit romain. Cette idée d'un droit autoréférentiel, on va la retrouver au XXe siècle, en fin d'émission, je pense, et c'est malheureusement ce droit qui va se couper complètement, en fait, de l'histoire, mais même de la volonté des peuples au présent, c'est ça. Et devenir normatif. Ça préfigure le droit énergumène que nous connaissons aujourd'hui, tout à fait. Qui se nourrit de sa propre énergie. Et l'énergumène, c'est ça, un énergumène. Donc c'est très intéressant. Très juste, c'est exactement ça. Je retiens l'expression que je vais réutiliser. En cours. Donc cette rigidité en fait dans l'enseignement du droit explique qu'il y ait eu une contre-révolution dans l'enseignement du droit qui a commencé à l'étranger. Et qui va être acclimaté en partie en France, mais plus difficilement en raison bien sûr de la prégnance de la Révolution chez nous, vous l'imaginez, mais dont on peut dire, si vous voulez, quelques mots, parce que c'est évidemment intéressant et encourageant de vous comprendre comment cet incroyable appauvrissement du droit a fait l'objet d'une résistance. Alors, peut-être faut-il rappeler que c'est l'occupation française des territoires européens qui a provoqué cette contre-révolution dans la conception et l'enseignement du droit, dans un phénomène très intéressant qui a été le plus fort probablement dans les régions germaniques, dans les régions de l'ancien Saint-Empire romain germanique, que Bonaparte, vous vous en souvenez, a détruit d'un trait de plume en 1806, en le transformant en confédération germanique sous sa férule. Et vous savez aussi que c'est dans les Allemagnes, qu'on commence donc d'appeler l'Allemagne, que naît le romantisme. Et il y a un lien dans la résistance à l'enseignement universaliste et codificateur du droit et le romantisme. On sait que le romantisme a voulu redécouvrir
les aspects non rationnels de la nature humaine. Le sentiment, la mélancolie, la nostalgie, l'histoire, la filiation ancestrale. Et tout cela est par là que le romantisme a aussi réhabilité, on le sait, le Moyen-Âge. Et en partant d'hommes comme Novalis, on arrive en fait à la réaction en droit, puisque c'est au sein de l'école romantique que l'on va avoir une contestation de ce légicentrisme français et napoléonien, notamment chez les frères Grimm, l'un des deux frères Grimm, des fameux contes Grimm, Oui, les fameux contes de Grimm. Jacob Grimm, est à la fois l'auteur que l'on sait, transmetteur des contes et mythes anciens, mais c'est aussi un des membres de ce qu'on va appeler l'école historique du droit, qui est donc de filiation romantique. Cette école historique du droit, elle naît autour d'une figure dont je vais dire quelques mots rapides, qui est Friedrich Carl von Savigny, le grand Savigny, de ces familles françaises protestantes qui ont dû émigrer après la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est une œuvre, celle de Savigny, qui va s'affirmer après la première importante défaite française, la défaite de Leipzig de 1813. La bataille des nations. La bataille des nations, à l'issue de laquelle l'Allemagne retrouve une marge de manœuvre et la question va se poser, doit-elle conserver le code civil que Napoléon leur a imposé ou avoir sa propre législation? Et là, très curieusement, et c'est un phénomène malheureusement récurrent, il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'il faut continuer d'utiliser le droit de l'occupant. Parmi eux, il y a un grand juriste, le professeur Thibault, lui aussi d'ailleurs d'origine française, comme Savigny, et Savigny qui lui, autre professeur de l'université de Berlin, qui va s'opposer à Thibault et dire non, nous ne devons pas conserver le code civil, nous ne devons pas non plus imiter le code civil, nous devons comprendre la différence qu'il y a entre l'attitude française, qui pour lui est celle d'une école rationaliste du droit, et ce qui, selon lui, est l'attitude traditionnelle des juristes, dans une démarche qui n'est pas très éloignée à certains égards de celle de Portalis, mais on pourrait dire que Savigny, c'est un Portalis qui est allé jusqu'au bout. Il n'a pas rencontré un Bonaparte qui l'a détourné de sa vocation contre-révolutionnaire, contrairement à Portalis. Vous savez, on dit que Portalis opposait l'esprit des siècles à l'esprit du siècle, qui n'était jamais que celui du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. C'est ce que fait en fait Savigny dans une œuvre absolument remarquable intitulée « De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit ». C'est un titre un peu long comme ceux du XIXe siècle. Dans cet ouvrage de 1814, juste après donc la bataille des nations, Savigny explique que notre temps ne doit pas se précipiter sur la législation, mais bien sur la science du droit. Parce que la législation a été perturbée par l'occupation française. Il faut revenir aux sources profondes du droit, et il va expliquer, dans des passages très célèbres, que le droit ne se décrète pas par un législateur arbitraire. Que le droit vient de l'histoire, fondamentalement, que au sein de l'histoire, il vient des peuples, qu'il est d'origine populaire, et que ces peuples l'ont exprimé à travers les coutumes. Oui, c'est ça. Qu'après les perturbations, alors non seulement de l'occupation napoléonienne, mais déjà de l'absolutisme, celui de Frédéric de Prusse, celui de Joseph II d'Autriche, Savigny dit il y a eu une sorte de vol du droit populaire par des monarques imitant les Français. C'était un début d'arbitraire juridique. Il faut revenir en fait au consensus omnium des peuples. Et comme ça va être difficile après ces perturbations, il faut une aide qui sera celle de juristes fidèles au peuple. Et donc, il veut se lancer dans une rénovation du droit coutumier, une nouvelle promotion de la pluralité des sources du droit, à travers une revue qu'il va créer, la Revue historique du droit, à travers une nouvelle façon de penser le droit,
qu'on appellera la Rechtsgeschichte, l'histoire du droit. Il crée l'histoire du droit. La revue est créée en 1815. Et donc, il y a une alliance très intéressante d'une sorte d'aristocratie, de juristes patriotes qui entendent revaloriser le droit populaire. Contre qui? Contre les oligarchies bourgeoises, surtout françaises pour lui, ou d'une aristocratie qui aurait failli à sa mission, séduite par la France. Et dans des passages assez extraordinaires, Savigny dit en fait le droit ne naît pas de grandes déclarations, encore moins de caprices. Il attaque beaucoup les formulations néo-romaines des Bourbons, car tel est notre bon plaisir, quod placuit chez les Romains. Et il dit non, ce n'est pas dans de grandes déclarations. Il a ces passages extraordinaires où il dit le droit est sécrété dans le silence de la conscience populaire. C'est à partir de là que se développe dans son école la notion de Volksgeist, d'esprit du peuple, qui serait à l'origine du droit, et que le juriste qui cherche à restaurer sa nation et son droit national doit pratiquer par une recherche sur les sources pour aménager une continuité. C'est très intéressant parce qu'on verra comment cette notion sera détournée par quelqu'un comme Hitler, par exemple. Bien sûr. Qui, pour lui, le peuple étant la race aryenne, etc., le Volksgenosse, tout ce qu'on voudra, bien sûr. En fait, c'est une déformation, c'est une perversion de ce principe-là. Oui, bien entendu, c'est tout le problème, de façon générale, du romantisme. Alors, le fameux Sonderweg allemand est lié, bien sûr, à ces sources culturelles. Là aussi, c'est une émission qu'il nous faudrait pour en parler. Elle serait passionnante. Oui. Mais bien entendu, il y a eu un détournement. Savigny n'a jamais coupé l'histoire du droit allemand du droit romain. C'était un peu paradoxalement, peut-être, semble-t-il à première vue, un professeur de droit romain. Mais il expliquait que le Saint-Empire romain germanique avait continué le droit romain. Et donc, il a toujours cherché en fait un équilibre historique. Le droit, ce qu'il cherche, c'est la continuité. Là où, dans le national-socialisme allemand, il y a eu une sorte d'utopie régressive visant à comment dirais-je, à remonter en amont de la romanité, et y compris en amont du Saint-Empire romain germanique, qui est une institution qui était détestée par les intellectuels nazis, ce qui n'était, vous le voyez, en effet, pas du tout le point de vue de Savigny. Est-ce qu'on peut penser que dans la pensée de Savigny, il y a quelque chose que l'on retrouvera ensuite chez Bonald, en disant que finalement les choses se développent de façon assez naturelle, étant bien entendu que Bonald est providentialiste et estime que le Saint-Esprit éclaire nos consciences et que nous avançons de cette manière-là. Totalement, bien entendu, Bonald et de toute façon, la source de Savigny philosophiquement, en philosophie politique en particulier, c'est Burke, très nettement, par l'intermédiaire d'un traducteur de Burke en Allemagne, qui est August Rehberg, que Savigny a lu avec beaucoup de profit. Et il est tout à fait clair que Savigny ensuite, Savigny lit Bonald, Maistre, c'est un contre-révolutionnaire allemand. Et Bonald, lorsqu'il a eu ce mot extraordinaire, une institution n'est pas bonne parce qu'elle est ancienne, mais elle est ancienne parce qu'elle est bonne, montrait comment dirais-je, le lien entre la providence et la coutume, que du reste, les juristes de l'ancienne France connaissaient. Je pense en particulier à quelqu'un qui est très important pour la question des droits du roi, Jean de Terre-Vermeil, avocat du roi à Nîmes au début du XVe siècle, parlait de consuetudo de Providentia, consuetudinis, Providentia consuetudinis, la providence de la coutume. La coutume, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont nos besoins récurrents, très, très durables? S'ils sont très durables, c'est qu'ils correspondent à la nature humaine. S'ils correspondent à la nature humaine, c'est qu'ils sont dans le plan de Dieu. Oui, puisque Dieu est l'auteur de la nature humaine, le créateur de la nature humaine. En effet. Alors, comment est-ce que tout ça arrive en France, en fait, après Est-ce que d'abord il arrive en France? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit en France après la chute de Napoléon? Mais naturellement. Et ça aurait dû se produire beaucoup plus. C'est une grande leçon d'histoire politique et cruelle que de voir que
la conservation par Louis XVIII d'institutions napoléoniennes pour leur efficacité, et Dieu sait qu'elles étaient efficaces, c'est-à-dire, bien sûr, l'administration préfectorale de la loi du Pluviose en 8, le préfet et les institutions préfectorales d'une part, en droit public, d'autre part en droit privé, la conservation de la codification civile ont en fait continué de faire voyager la Révolution dans la soute du droit, tandis que au-dessus, les fleurs de lys revenaient. Alors justement, vous avez parlé de Louis de Bonald. Louis de Bonald a été un des plus grands critiques quand il était député ultra sous la Restauration de cette conservation des institutions napoléoniennes. Du reste, il a réussi à en défaire un morceau, le divorce, par la loi du 8 mai 1816, qui était la base pour Bonaparte. Pour Bonald, cherchant à défaire l'œuvre de Bonaparte et de la Révolution, Bonald avait remarqué que le divorce avait été proclamé exactement en même temps que la République, le 20 septembre 1792. Et que donc, la monarchie ne pouvait être rétablie qu'avec le retour du mariage indissoluble. Alors, évidemment, sous la Restauration, il y a un climat favorable à l'acclimatation de l'école historique du droit, puisqu'évidemment, il y a cette essence contre-révolutionnaire de cette école qui, bien entendu, peut être reçue politiquement. Et en effet, il apparaît une revue, La Thémis, c'est son titre, La Thémis, en 1819. C'est une revue créée par Athanase Jourdan, rejoint par Désiré Dalloz, que les étudiants connaissent bien, sûr, et Eugène Lerminier. Eugène Lerminier est un traducteur de Savigny. Donc ce sont des Saviniens français, et ils vont être aidés par une évolution dans le régime ultérieur, après la Révolution de 1830, qui montre qu'en effet, manifestement, des ferments révolutionnaires à bien des égards étaient restés présents et maladroitement conservés sous la Restauration. En 1830, en tout cas, comment dirais-je, l'éloignement de la conception légicentrique s'est exprimé un peu tardivement par une loi de 1837 qui va permettre à la Cour de cassation, l'ancien tribunal de cassation révolutionnaire devenu la Cour de cassation sous les Restaurations, de voir en second pourvoi, puisqu'on peut se pourvoir 2 fois devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État, de voir sa décision en second pourvoi devenir la règle jurisprudentielle pour l'ensemble des tribunaux. Vous voyez, ce mécanisme recrée le phénomène de la jurisprudence. Oui. Donc une source du droit qui avait disparu depuis la Révolution. C'est ça. Quand il y avait un problème, quand le juge avait un problème, plutôt que d'interpréter, il faisait un référé législatif. C'est-à-dire, il demandait aux députés: est-ce que vous pourriez compléter la loi de peur d'être accusé, selon l'article 5 du Code civil, de procéder par arrêt de règlement comme les parlements d'Ancien Régime. Donc, en 1837, la jurisprudence réapparaît. C'est là que les frères Dalloz vont créer leur fameux recueil Dalloz, et que, réapparaît l'idée que le droit n'est pas que le droit posé par le législateur, c'est-à-dire le droit qu'on va appeler plus tard positif, au sens où il est simplement arbitrairement posé, et ça redevient un droit qui n'est pas que la loi, mais aussi la justice, et qui reprend là davantage des conceptions traditionnelles du droit, qui doit être ajustée, bien entendu. Dès 1837, dès 1837. On aurait pu penser que c'était bien postérieur à tout ça. Alors, c'est troublé par notre histoire politique. Évidemment, ensuite, on a la Seconde République et derrière, très vite, le Second Empire avec le neveu, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, qui va vouloir revenir à l'école de l'exégèse. Et donc il y a le grand retour de la méthode exégétique, même si c'était quelque peu émoussé comme tous les autres aspects du reste du bonapartisme chez le neveu. Alors rappelons donc la méthode exégétique, c'est qu'on lit le Code civil et on en fait l'exégèse, point final. C'est ça. Le juge, finalement, c'est le distributeur automatique du café.
c'est ça. On met une pièce et hop, on a notre café. Donc le juge, il est là pour appliquer ce que dit la loi. Il n'intervient pas. Voilà. Cette conception, en vous écoutant, on comprend qu'elle est choquée un certain nombre de juristes cultivés. Et ça a été le cas sous la monarchie de Juillet. Vous voyez à la fois cette influence de Savigny, cette influence du retour d'une jurisprudence de la Cour de cassation, a créé la première grande controverse sur l'enseignement du droit. Il y en aura deux au XIXe siècle. La première controverse entre Oudot et Laboulaye en 1839. Alors Julien-François Oudot, c'était un partisan de l'exégèse. Et Édouard de Laboulaye, c'est un libéral à la mode du 19e, qui est très particulière, surtout en France, très intéressé par le nationalisme libéral allemand et qui est un grand lecteur de Savigny. Et Laboulaye écrit en 1839 de l'enseignement du droit en France et des réformes dont il a besoin, dans lequel il fait un appel à une rupture avec un droit déductif, positiviste et dogmatique, et en appelle tout à fait inversement à un droit inductif, empiriste, donc expérimental, et comparatiste. C'est un grand comparatiste. Donc au lieu de s'enfermer dans l'exégèse de l'exégèse, regardez autour de soi, dans l'espace, regardez autour de soi dans le temps, regardez ce qui a marché, et expérimentalement revenir à des solutions qui rappellent beaucoup les premiers jurisconsultes romains qui étaient très casuistiques, comme vous vous en souvenez. Et alors, les facultés dans tout cela qui avaient été détruites par la Révolution alors pour l'instant, tout ça se joue dans les écoles de droit. D'accord. Et ça va s'y jouer encore jusqu'à la fin du siècle. Quand à la fin du siècle vont réapparaître les universités d'une part, et d'autre part, il faut en dire un petit mot, vont apparaître les facultés catholiques. Et oui. Par opposition à la pensée dominante ou... Ah oui, tout à fait, parce que, alors, vous voyez, quand on donne les dates, on est assommé en France par la pluie de révolutions et de changements de régime et de changements de constitution. Donc on ne peut pas dire que tout ça ce sont pas des débats très sereins, mais ce qui est intéressant, c'est que cette controverse sur l'enseignement du droit, elle rebondit dans cette période tellement ambiguë qui est le début de la Troisième République, c'est-à-dire fondamentalement la restauration manquée, on le sait, du comte de Chambord, que vous rappelez d'ailleurs dans un ouvrage dont j'ai eu la chance d'être l'un des premiers lecteurs, Le Château du Roi Dormant, que je recommande à nos auditeurs. Il faut lire Le Château du Roi Dormant d'Yves-Marie Edeline pour comprendre cette période particulièrement cruelle. Et donc, au début de ce qui devient la Troisième République, évidemment que l'enseignement du droit et la forme du régime sont liés, si vous voulez. Et donc, bien entendu, que toute la critique de l'exégèse, du rationalisme et de l'universalisme révolutionnaire et napoléonien revient. Et là, ça revient chez quelqu'un qui est très intéressant, qui est Émile Boutmy. Alors, il se trouve que Émile Boutmy est un ami d'Édouard de Laboulaye qui lui conseille la création d'une école de sciences politiques. Et donc, Boutmy crée l'école libre des sciences politiques en 1871. Donc, ça commence par être une école libre. C'est évidemment le moment où elle était la plus intéressante. Quand elle était libre, on aura compris qu'elle ne l'est plus du tout. Parce que, évidemment, ses objectifs se sont inversés. Il faut rappeler que en 1871, son but est un but entièrement patriotique. Elle est créée pour reconquérir l'Alsace et la Lorraine, perdues après la défaite de Sedan. Donc, Boutmy reprend la querelle. Il va se trouver face à un autre partisan de l'exégèse, qui est Claude Buffenoir, grand professeur de droit. Et la querelle Buffenoir-Boutmy reprend cet affrontement entre positivistes et historicistes, si vous voulez. Et là, il y a eu un renfort inattendu. C'est que Laboulaye, son ami Édouard de Laboulaye, devient sénateur en 1875.
Et il va être rapporteur de la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur. D'accord. La loi Laboulé Là, de 1875. Et qu'est-ce qu'elle provoque ? Immédiatement, la création des instituts catholiques. parfait. Institut catholique de Lille, de Lyon, de Paris, d'Angers, tout ça en 1875 tout de suite. Et puis on le sait, Toulouse en 1876. Et puis beaucoup plus tard, un siècle plus tard, s'ajouteront Rennes et La Roche-sur-Yon. Et ces instituts catholiques reprennent la tradition des véritables universités qui, on s'en souvient, étaient d'institutions pontificales. Et là, se développe sous l'impulsion de grandes figures, le temps nous manque pour en parler en détail. Je pense en particulier à Lucien Brun qui a été un député royaliste à l'Assemblée nationale et qui va créer une revue, une revue catholique de droit qui va fédérer les partisans d'un enseignement du droit qui revient au pluralisme juridique, à la méthode historique. Ça, c'est vraiment passionnant. Mais je voudrais qu'on laisse se reposer un peu les neurones de nos téléspectateurs et auditeurs. On se passera un petit peu de musique. Excusez-moi pour ma bronchite. C'est la saison aussi. 634 millions d'euros. C'est le montant de la politique de la ville consacrée aux racailles de banlieue pour répondre aux émeutes qui ont ravagé notre pays durant l'été 2023. 3 millions d'euros. C'est aussi, dans un autre genre, l'augmentation de budget que vient de s'accorder l'Élysée au moment même où l'on demande aux Français de se serrer la ceinture. Si ces gaspillages vous semblent normaux, alors surtout, continuez de payer vos impôts comme d'habitude. Mais si cela vous indigne, reprenez la main sur une partie de votre argent et empêchez le gouvernement de le donner à des causes qui vous dégoûtent. Aidez-nous à défendre vos idées, faites un don à Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Attention, vous avez jusqu'à demain pour utiliser comme vous le souhaitez l'argent de vos impôts. Alors, figure emblématique de ces nouvelles écoles, on peut dire réactionnaires du droit, c'est-à-dire qui réagissent à tout ce qui s'est passé, à toutes les tribulations, et notamment au légicentrisme. C'est Frédéric Leplay. Oui, tout à fait. Frédéric Leplay n'est pas lui-même un juriste, c'est une figure au contraire de ces nouvelles élites, c'est un polytechnicien, ingénieur des mines,
et qui, néanmoins, étudiant les ouvriers européens dans les mines et les forêts qui les font fonctionner, va découvrir la misère des ouvriers de la révolution industrielle et la façon dont cette misère matérielle, elle se poursuit par une misère sociale, par l'individualisme juridique qui détruit leur famille, à la fois par l'exosocialisation urbaine, l'exode rural, et puis les nouvelles règles de la famille, beaucoup moins protectrices, y compris en matière successorale. Et il est très, très choqué par la brièveté de l'existence des patrimoines familiaux due au partage que le Code civil organise. Vous vous souvenez que Honoré de Balzac disait que le Code civil était une machine à hacher le sol. Alors, Le Play va faire toute une critique au nom finalement de la lutte contre le paupérisme, ce qui explique qu'il sera du reste un conseiller de Napoléon III, qui avait écrit L'extinction du paupérisme. Oui. Il a été conseiller d'État et sénateur de Napoléon III. Il faut préciser pour nos auditeurs et téléspectateurs que tout ça, c'est l'école catholique, royaliste, sociale, enfin vraiment attachée. Il y a Marx de son côté, enfin les socialistes avant Marx. Exactement. De leur côté, et puis C'est totalement symétrique. Oui. Marx crée la première internationale en 1864. Le Play écrit la réforme sociale en France en 1864. Oui. Donc effectivement, ce sont deux écoles. Ça va devenir l'école du catholicisme social par les disciples de Le Play que sont René de la Tour du Pin et Albert de Mun. Oui. Et Le Play... Et puis le comte de Chambord, dans sa lettre aux ouvriers, ne l'oublions pas. Mais absolument, le comte de Chambord est une figure tout à fait éminente du catholicisme social. Et du reste, Le Play, après bien des hésitations et évolutions, se dira partisan du comte de Chambord à la fin de sa vie. Et Le Play est aussi, comprend comment ce phénomène, comment le paupérisme, l'affaiblissement des institutions, l'assouplissement de la famille, est lié à un appauvrissement des forces vitales de la société, un appauvrissement qui prend deux formes selon lui. Bien sûr, la centralisation administrative. Et là, il faut aussi renvoyer au comte de Chambord et à sa lettre sur la décentralisation qui dit exactement pourquoi la centralisation dévitalise un pays, en créant des sortes d'irresponsables qui perdent les compétences du gouvernement local. Mais aussi la centralisation juridique qu'est la codification. C'est-à-dire la façon dont on dessaisit, non pas des compétences du gouvernement local, mais des compétences juridiques locales, les populations. Donc Le Play fait en fait une réhabilitation de la coutume. Il est suivi par un certain nombre de juristes et au sein d'une société savante, la Société d'économie sociale, dont certains membres vont militer progressivement pour une reconnaissance de l'aspect historique du droit. Alors il y a le professeur Lyon-Camp qui, dès 1887, fera une pétition en faveur du sectionnement de l'agrégation pour que soit créée une agrégation d'histoire du droit. Et ce sont deux historiens, deux professeurs de droit civil qui étaient chargés d'enseignements historiques, Chénon et Esmin, très connus, Adhémar Esmin notamment, qui en 1896 font un rapport favorable à la création d'une agrégation d'histoire du droit. C'est-à-dire l'ennemi de notre République, puisque quand on a fait table rase, on a donc supprimé la mémoire collective, et permettre à des gens de faire de l'histoire, ça explique pourquoi certains agrégés d'histoire du droit, et je citerai le professeur Cornel de Boissezon en tout premier lieu, sont des victimes du régime actuel. Parce qu'il y a une sorte de guerre mémorielle qui a été déclarée aux historiens. C'est évident. On pourrait en parler longuement. Et il est clair qu'il y a un rapport entre, évidemment, l'histoire politique française, le caractère républicain du régime après 1789, même si finalement il est relativement bref, au XIXe siècle, et l'hostilité, le freinage très durable, alors que l'histoire du droit se développe dans toute l'Europe, elle arrive en dernier en France, exactement pour la raison que vous indiquez. Et elle arrive
après le premier centenaire de la Révolution. Et ça, c'est très intéressant. Le moment le début du bilan critique sérieux, qui est fait notamment par l'école de Nancy, la faculté de droit de Nancy, notamment par François Génie, fait partie de ce contexte où effectivement l'agrégation d'histoire du droit va devenir possible. C'est effectivement, ça montre que vous voyez à l'autre bout du siècle, l'histoire a repris au moins en partie ses droits, et qu'on pouvait penser que le XXe siècle allait voir le droit irrigué à nouveau par les réalités, je dirais, historiques et sociales. Et si vous le voulez bien, on va peut-être observer, si c'est le cas ou pas, dans notre émission qui entre dans sa deuxième et dernière partie. Là, on rentre dans le XXe siècle, c'est ce que vous voulez dire. Oui, voilà. C'est ça, oui. Là, vous voyez, on était en 1896, à 4 ans du nouveau siècle. Et je dirais, dans le nouveau siècle, les choses vont s'inverser. Le 19e était passé du déracinement au réenracinement, et le 20e part d'une tentative de réalisme juridique et finalement va voir, eu égard au drame du 20e siècle, on le rappellera brièvement, un retour à l'abstraction universaliste des origines. Donc en fait, le XXe siècle commençait bien, oui. Et il a mal fini. Oui, de ce point de vue-là. De ce point de vue, il a fermé la boucle et nous sommes revenus de façon saisissante au droit de la Révolution. Et si vous y réfléchissez dans beaucoup de détails, le divorce, le statut des enfants légitimes ou illégitimes, nous sommes revenus aux lois les plus militantes de la Révolution, ce qu'on appelait les lois de combat que Cambacérès préparait pour Robespierre et Saint-Just. Donc, cette boucle, on peut, si vous voulez, en dire quelques mots. Oui, dans un premier temps, il y a une tentative de réalisme juridique dans l'enseignement du droit en France. Il y a dans la première moitié du XXe siècle, il y a une querelle des paradigmes dans l'enseignement juridique, mais ça prouve qu'il y a une vitalité, car il y a un fort courant qui est l'héritier de ce réenracinement du droit. Ce courant fort, c'est l'institutionnalisme. Et il va peu à peu se heurter à un courant nouveau qui renouvelle la vision du droit finalement révolutionnaire, abstraite et universaliste, et qu'on appellera le normativisme. Disons quelques mots de l'institutionnalisme. On a souvent dit que c'était un retour au réel dans le droit, un réalisme juridique. Et à ces mots, évidemment, le philosophe que vous êtes, Yves-Marie, entend aristotélisme, entend thomisme, et c'est tout à fait le cas. C'est tout à fait l'affiliation. Là, la grande figure de l'enseignement d'un droit réaliste, c'est le doyen de la faculté de Toulouse, faculté de droit toulousaine, Maurice Oriou. Maurice Oriou, avec sa théorie de l'institution, qui en fait est un article, pas même un livre, mais qui va avoir un extraordinaire retentissement. Article de 1925 intitulé « La théorie de l'institution, essai de vitalisme social ». Et dans cet essai, il développe une théorie que j'ai retrouvée non sans plaisir dans votre propre œuvre, Yves-Marie, puisque vous abordez en fait cette théorie de l'institution. Je m'en souviens dans l'un de vos premiers ouvrages, Le pouvoir légitime. Vous êtes revenu dans votre philosophie de la royauté. Oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce dont il s'agit ? Oui, mais alors là, pour le coup, moi, c'est un travail de philosophe, non pas de juriste, mais je suppose que l'on peut, on peut les marier. L'idée, c'est, vous savez, il y a cette introduction à ce chapitre dans mon livre qui est une devise latine que j'ai dû inventer pour la circonstance. Ante institutionem te abstrae, retire-toi devant l'institution. In statuere, ce qui est établi en soi, et contre le cum statuere, qui est la constitution, ce que nous établissons nous-mêmes. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a chacun d'entre nous abdique de sa souveraineté personnelle au profit d'un principe commun et salutaire. Bon, alors après, l'incarnation de ce principe, ça s'appelle un prince. Mais vous me suivez. Oui. Voilà. Mais c'était ça l'idée.
Alors après, je ne sais pas ce que Oriou précisément dit dans sa théorie juridique de l'institution, mais moi c'était ma théorie philosophique de l'institution. Mais je suppose que c'est très proche. Oui, tout à fait. Vous avez retrouvé le fil de la réflexion d'Oriou, s'il a sous-titré son célèbre article « Essai de vitalisme social », alors bien sûr on est au temps de Bergson, Oui. Au fond c'est une sorte de bergsonisme juridique Oui. tout à fait passionnant, mais c'est l'idée que en effet il faut repartir des sources vives du droit. Ces sources vives sont à l'intérieur des peuples, en l'occurrence, il parle beaucoup de la nation, Maurice Oriou, et de souveraineté nationale. Et à l'intérieur de la nation, il y a des forces intérieures. C'est un vocabulaire qui est celui de Savigny, les forces intérieures du droit. Vous venez exactement de le rappeler, elles sont créées par des forces sociales qui s'organisent essentiellement pour durer. La notion de durée, alors notion très bergsonienne, ce qui dure dans le temps doit passer par l'institution. L'institution assure la pérennité de cette fragilité de la vie et de cette brièveté de l'individu et de la vie individuelle. Et cela est un impératif qui vient du fond des âges, qui vient du corps social, de son histoire, qui est intérieur. Donc c'est vraiment ce qui est institué. Et tout à fait comme vous, Yves-Marie, Maurice Oriou voit la différence avec ce qui n'est que constitué, c'est-à-dire institué cum, effectivement, stituere, ce qui a besoin cum de quelque chose d'extérieur pour s'instituer. Ce qui est évidemment typiquement la façon de concevoir le droit de la Révolution, de l'Empire et du positivisme qui en découle en grande partie historiquement. C'est-à-dire comme s'il fallait un exosquelette, une constitution abstraite, rationnelle, comme si le squelette intérieur, la véritable structure du corps ne suffisait pas. Et c'est toute cette différence qui remet en cause le caractère, comment dirais-je, unilatéral de l'État, de cet État le plus froid des monstres froids, l'œuvre de Nietzsche est passée par là, qui de l'extérieur imposerait cet exosquelette à une société devenue mineure, sous tutelle en droit public, avec la centralisation, sous tutelle en droit privé avec la codification. Et il faut retrouver les institutions qui sont en réalité les véritables créatrices du droit. C'est-à-dire le droit part de l'intérieur et s'extériorise dans la règle. Et ce n'est pas la règle qui crée l'institution. En gros, on pourrait résumer l'institutionnalisme par une formule toute simple. Ce n'est pas le droit qui fait les institutions, ce sont les institutions qui font le droit. Qui font le droit. Alors donc, à cette époque-là, il y a une sorte de tentative de retrouver cela et qui se heurte à la philosophie de la norme, c'est ça, qui s'impose. Tout à fait. Pour le dire rapidement, en France, la théorie de Oriou va avoir des disciples, le temps nous manque pour les évoquer en détail. Je citerai un nom qui est Georges Renard. Georges Renard, auteur tout à fait majeur dans cette filiation du catholicisme social. On voit comment ces courants se renforcent, se nourrissent. Georges Renard qui, après la mort de sa femme, se fera prêtre et qui donc prend, on l'a compris, très, très au sérieux la question des sources thomistes, aristotéliciennes, et de façon générale théologique de l'institution, qui est un auteur véritablement passionnant qui a fait aboutir la théorie d'Oriou. Et puis, on a un développement international de l'institutionnalisme. Là aussi, le temps me manque pour en parler, mais il faudrait parler de Santi Romano en Italie, avec son ouvrage sur l'ordonnancement juridique, qui est essentiellement... Santi Romano montre que l'État n'est pas tout le droit. C'est aussi une façon de dire que la loi n'est pas tout le droit et que sous l'État, il y a un certain nombre de corps qui produisent en réalité la
la normativité. Et ces corps, c'est ce que nous, les Français, nous appelons les corps intermédiaires. Ce sont les familles, ce sont les paroisses, les églises, ce sont les ordres professionnels. Donc finalement, les corporations de notre temps. Et c'est donc, vous le voyez là aussi, une défense de l'institution contre la constitution seulement étatique. Et puis, en Allemagne, on va avoir un grand institutionnaliste qui sera particulièrement controversé, qui est Carl Schmitt. Or, c'est précisément face à la mise en cause de l'institutionnalisme, essentiellement chez ses voisins autrichiens, à travers une figure que tous les étudiants en droit connaissent, Hans Kelsen, donc professeur autrichien, qui va développer d'abord une théorie générale de l'État en 1925, dans laquelle il explique que l'État est en fait un ensemble de règles contraignantes. Qu'est-ce que l'État ? C'est l'institution des institutions qui se caractérise par sa force contraignante, à partir de laquelle peut être validée toute norme qui découle de lui. Alors c'est évidemment très réfrigérant, n'est-ce pas, comme pensée. Statolatrie. Ah, tout à fait, et à la fois... Cette statolatrie est éloignée d'autres types qui se développent à la même période, notamment évidemment en Italie, puisqu'en Italie, ce totalitarisme cherche au moins à se nourrir de l'histoire. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent et nous regardent que le mot statolatrie a été forgé par le pape contre le régime de Mussolini. Le pape Pie XI qui a critiqué le fascisme en parlant de statolatrie, d'idolâtrie de l'État. Tout à fait. Mais là où Mussolini, dans sa statolatrie et son assomption du totalitarisme, prétendait au moins se nourrir du souvenir historique de Rome, Hans Kelsen entend au contraire détacher l'État et le droit de toute source historique, mais de toute source même simplement politique, pour parvenir à ce qu'il va appeler un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, la Reine Rechtslehre, la théorie pure du droit, en 1934. Le droit, pour être véritablement droit, doit se couper de toute autre source et devenir un ordre hiérarchique autonome réglant sa propre création. Ah là là, alors là, on est à notre époque. Le droit énergumène. On est vraiment le droit énergumène avec les organismes qui supplantent la souveraineté politique. Bien sûr. C'est ça, hein, on est tout à fait dans cette époque. Le créateur de notre présent juridique est Hans Kelsen. C'est ça, ouais. Cette vision du droit qui n'est plus que série de normes validées. Donc une norme est juridique si elle est validée par une norme, qui est juridique si elle est validée par une norme, jusqu'à ce qu'il appelle, alors jusqu'où ça monte, oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il appelle la Grundnorm, la norme fondamentale. Qu'est-ce que la norme fondamentale ? C'est manifestement, il n'a jamais été très clair là-dessus, c'est manifestement la raison juridique. Qu'est-ce que la norme fondamentale ? C'est ce que la raison universelle fait naître dans l'esprit de tout homme éclairé. Mais alors, on voit l'influence de Rousseau, là. Ça rappelle un peu la volonté générale. Ah, tout à fait. Oui. Si je m'inscris en faux contre cela, c'est que j'avais tort. C'est que je n'ai pas pensé ce que j'aurais voulu penser, même. Yves-Marie, vous êtes au cœur de la problématique. Ah, voilà. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est à partir de... Alors, c'est passionnant, la volonté générale de Rousseau, qui n'est surtout pas la volonté majoritaire. Oui, bien sûr. Pour le malheur des Français qui ont eu à supporter les disciples de Rousseau sous la Terreur, c'est exactement ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous venez de nous le dire, on peut être face à des États, les nôtres, qui vont, comme le dit brillamment Marcel Gauchet, retourner la démocratie contre elle-même, en étant capable de dire que la volonté démocratique est coupable, car elle ne correspond pas, en fait, à cette supposée volonté générale, qui est effectivement la grande norme kelsenienne à beaucoup d'égards. C'est passionnant parce que, si vous permettez, on peut faire un arrêt sur image sur l'actualité. Oui. Ce qui s'est passé en Géorgie. Ah oui, bien sûr. Et en Moldavie, c'est exactement ça. Il y a même des commentateurs français qui s'inquiètent pour les prochaines présidentielles de 2027, dont on
on peut supposer qu'une certaine figure politique pourrait arriver au premier plan. Bien sûr. L'Union européenne, qui est un peu l'expression de ce dont vous avez parlé là, pourrait annuler, abolir, ne pas reconnaître une élection française, puisqu'elle n'a pas reconnu l'élection roumaine. Oui. Oui, j'ai dit Moldavie, excusez-moi. Pour le premier tour de l'élection en Roumanie, oui. Et géorgienne. Et géorgienne. C'est-à-dire que là, très actuel. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que même la volonté populaire, en fait, ces gens-là n'ont pas voté comme ils auraient voulu voter si vraiment ils avaient eu conscience de ce qu'il fallait voter. C'est quoi. ça. Et en fait, on trouve cette idée-là chez cet auteur dont vous nous parlez. Oui, tout à fait. Pour notre dernier quart d'heure, il faut effectivement remarquer que si aujourd'hui, comme vous venez de nous le rappeler, il y a des commentateurs en France qui nous expliquent qu'en effet, le résultat des élections en Roumanie ou en Géorgie est contestable, au nom de quoi? De ce qu'ils appellent l'état de droit. Voilà, le fameux état de droit. Qui est surtout l'état du droit, tel qu'il s'est développé à partir, en effet, de Kelsen, de son école que l'on appelle normativiste, tant elle réduit tout à la seule norme et à la seule procédure, et à l'enseignement, puisque tel est notre sujet que nous terminons de traiter, l'enseignement du droit qui est devenu en effet normativiste après la Deuxième Guerre mondiale. Le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, nous l'avions déjà évoqué, évidemment, les crimes de la Deuxième Guerre mondiale font basculer nettement la conception du droit. Il y a une sorte d'ère de Nuremberg qui va très profondément criminaliser tout ce qui était tentative de réenracinement du droit, qui mènerait donc nécessairement au nationalisme juridique, donc au racisme, donc par des raccourcis successifs à un holocauste. Et donc, ce traumatisme qui va être évidemment entretenu... Car nous avons effectivement vu comment Hitler avait pu pervertir l'idée dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, alors là aussi, une émission serait nécessaire. Daniel Lotchak à Nanterre avait avec une très utile malice rappelé les mésaventures du positivisme, parce qu'à ceux qui disent que les fascismes, notamment le nazisme, étaient au fond le résultat criminel du retour aux racines historiques du droit, oublient que le fonctionnement du totalitarisme est fondamentalement un positivisme. Oui, bien sûr, oui. Comme nous l'a appris l'œuvre de d'Hannah Arendt en particulier, Eichmann à Jérusalem. Eichmann, essentiellement, il applique le droit positif. Il ne se pose pas la question d'un droit naturel. Ce qui est tout autant le résultat du positivisme que de l'historicisme. Il ne faut pas oublier que les fascismes eux-mêmes ne sont pas d'extrême droite, mais sont des extrêmes centres extrêmement violents et barbares, mais qui empruntent à l'utopie et au totalitarisme qui sont nés malheureusement dans la fournaise révolutionnaire. Donc, c'est un très vaste sujet, mais ce qui est certain, pour en terminer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on a l'hégémonie en France d'un enseignement du droit qui devient normativiste. Donc en fait, on enseigne des valeurs, entre guillemets. Voilà, ça s'est fait en deux temps. Il y a d'abord une altération du droit public, tout spécialement du droit constitutionnel, qui était la spécialité d'Hans Kelsen. Et puis il va y avoir une contamination des autres branches du droit, moindre, mais on va l'observer. Il faut dire un mot de l'altération du droit constitutionnel. C'est une altération, alors pour nous Français, c'est une altération qui n'a pas lieu au début de la Ve République, parce qu'il se trouve que la Ve République a été pensée par le général de Gaulle, par Michel Debré et par l'un de leurs conseillers, qui est le professeur de droit René Capitan, lequel René Capitan est un lecteur de la doctrine allemande, s'est intéressé à Kelsen, mais essentiellement pour le retourner contre lui-même, et a fait son profit
de l'œuvre de Carl Schmitt, qui était un adversaire politique, bien sûr, dans le deuxième conflit mondial, mais dont il a fait son miel. Et tout ce que Carl Schmitt appelle l'ordre concret, qui est sa formulation de l'institutionnalisme, est largement reprise par René Capitan et éclaire le réalisme des institutions de la Ve République, qui, un peu comme finalement l'avait voulu le créateur de cette rénovation historique du droit, Savigny, qu'a fait finalement le général de Gaulle, ou qu'a-t-il prétendu faire depuis le discours de Bayeux et jusqu'en 1958, et encore plus en 1962, rendre le pouvoir au peuple. Donc retourner à la source populaire du droit. De fait, on a totalement perverti le Conseil constitutionnel, c'est ça, tel que l'avait pensé De Gaulle. C'est ça. Aucun rapport avec le Conseil constitutionnel de De Gaulle. Le Conseil constitutionnel de De Gaulle est un chien de garde qui protège le pouvoir exécutif d'un législatif qui serait hypertrophié, en l'empêchant de sortir des attributions de l'article 34 et en réservant donc un certain nombre d'attributions dans l'article 37 au pouvoir exécutif. Or, en fait, c'est avec la mort du général de Gaulle que toute cette rénovation du droit en France périclite, avec le général de Gaulle, avec des figures emblématiques comme Alain Poher, qui à la fois va susciter la fameuse décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, qui va complètement dénaturer notre ordre constitutionnel, en allant chercher à propos d'une association politique et d'un journal, La Cause du Peuple, de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, va aller chercher le principe de liberté d'association dans le préambule de la Constitution de 1946 et non pas dans la Constitution de 1958, et lui-même faisant référence à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et là, un certain nombre de juristes, dont le doyen Favoreux, en quelque sorte l'anti-Oriou, autre doyen, le doyen Favoreux, Louis Favoreux, à Aix-en-Provence, qui fut mon professeur, va parler de bloc de constitutionnalité. La Constitution ne serait pas ce que les Français ont accepté en 1958, mais serait d'un ensemble de principes interprété par le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est ça. Et qui, évidemment, vont devenir extrêmement plastiques. Je donnerai un seul exemple. Quand, le 6 juillet 2018, dans l'arrêt Héroux, à propos de Cédric Héroux, le passeur de migrants de la frontière italienne du côté de Nice, a vu le Conseil constitutionnel supprimer le délit dont il était accusé de complicité d'immigration clandestine au nom du principe de fraternité. Voilà, c'est ça. Que le Conseil constitutionnel a trouvé dans l'article 2 de la Constitution, qui dit que la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. D'accord, oui. Donc, là, on est vraiment dans l'abstraction, dans la religion, en fait. Oui. Une sorte de religion. Oui. Bien entendu, non pas une religion chrétienne, mais c'est fascinant de voir comment la faillite de cette œuvre gaullienne s'inscrit en réalité dans le fait même. Alors, je suis en train de parler pour ma paroisse, si on peut dire, dans le fait même que De Gaulle ne pouvait pas consolider son œuvre en recourant à une institution, à un principe commun et salutaire. Et à partir du moment où on reste en République, c'était inévitable ce qui s'est produit, cette perversion. Quand on voit ce qui est devenu le Conseil constitutionnel, c'est la démonstration évidente, par le pire, de ce piège qui fait que dès que lui s'en va, c'est ça, en effet. Tout revient à la République. C'est une question passionnante. Elle sera traitée par mon collègue ami Frédéric Rouvillois, qui va faire paraître un De Gaulle monarchiste très bientôt, où toute la controverse autour de la conscience qu'avait De Gaulle de la nécessité de couronner la Ve République sera à nouveau évoquée. Oui, mais c'est à l'origine, il est barésien. Oui. Et en fait, il devient monarchiste par l'expérience, justement, par réalisme. C'est très intéressant, ça. C'est ça qui est très intéressant. En effet, il ne l'est pas au départ. Il ne l'est pas au départ. Alors, pour terminer, effectivement, cette altération du droit constitutionnel, pour le dire dans les termes éclairants de Carl Schmitt dans sa
Verfassungslehre, sa théorie de la Constitution qui répondait à Kelsen, Carl Schmitt disait le problème des constitutions contemporaines, inspirées en fait par le libéralisme, parce que si on voulait dire d'un mot ce qu'a été ce phénomène du droit universaliste, en fait il a été largement celui du libéralisme, en tout cas au sens idéologique, au sens doctrinal. Eh bien le problème des constitutions libérales, disait Carl Schmitt, c'est qu'elles mélangent aux éléments politiques de la Constitution, c'est-à-dire l'organisation des pouvoirs, ce que Schmitt appelle les éléments impolitiques de la Constitution, c'est-à-dire la garantie des droits individuels. Ouais, c'est ça, oui, absolument. Ouais. Et qui permet à un délinquant de se voir exonéré par le Conseil constitutionnel en vertu du principe de fraternité. C'est ce qui s'est passé. Tout à fait, qui effectivement déconnecte la décision juridique du bien commun au nom de la protection des individus. Donc qui, comme on le disait précédemment, qui transforme l'état de droit en d'état de droit. L'intérêt général est fragmenté dans les droits des partis. Le tout est sacrifié aux partis qui sont les individus et les minorités. Et donc le droit des individus joue contre l'intérêt général, le droit des minorités contre la majorité. Et ceci a été développé dans l'enseignement du droit alors par les disciples de Kelsen, comme Charles Eisenman, puis évidemment Louis Favoreux ou Otto Pfersmann, que j'ai bien connu à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, qui est un des plus grands aujourd'hui continuateurs de Kelsen en France, qui est lui-même d'origine autrichienne, et qui avait pour ascendant le baron Karl von Vogelsang, un des pères du catholicisme social, ce qui est tout de même paradoxal. En effet. Cher professeur, malheureusement, nous arrivons à l'issue de notre entretien. C'était encore une fois passionnant, comme la dernière fois. C'est pas pour rien que nos auditeurs ont supplié que je vous invite à nouveau. Mais je pense que je vais recevoir d'autres messages. À mon avis, on n'est pas arrivé encore au bout de notre cycle. C'était tout à fait passionnant. Il y a encore beaucoup de choses, évidemment, à dire. En 1h30, surtout sur le mode un peu de la conversation. Évidemment, il y a tellement de choses tout à fait passionnantes. Merci pour être venu. Merci beaucoup. Encore une fois. Et bonne année à tous, bien entendu, pour cette année 2025 qui va voir triompher encore une fois ce droit, ces valeurs contre la souveraineté populaire. Enfin, ça c'est autre chose.